Alors allons-y, parlons des femmes. Ah, encore? Écoutez, ça intéresse tout le monde. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Inachevé. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée internationale des droits des femmes et j'ai donc choisi de parler d'une autrice un petit peu controversée mais qu'on a qualifiée à tort de féministe et c'est Simone de Beauvoir. Donc j'ai trouvé qu'elle représentait bien finalement le sujet de cette journée, les femmes, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de parler aujourd'hui plus particulièrement des femmes dans l'univers beauvoirien et de la relation mère-fille. Alors ce podcast sera divisé en deux parties puisque c'est un épisode qui est assez long dans le sens où j'aimerais bien explorer en détail cette relation un petit peu mystique, surtout telle que décrite dans l'univers de Beauvoir, en se posant dans un premier temps la question finalement de cette haine originelle qui est décrite par Simone de Beauvoir comme constructrice et en même temps destructrice. Et c'est cette haine qui va façonner justement la réflexion de Beauvoir, notamment dans son premier récit autobiographique, Mémoire d'une jeune fille rangée. Alors voici une citation de Simone de Beauvoir sur sa mère. « Je ne la considérais pas comme une sainte parce qu'elle m'était trop familière et parce qu'elle s'emportait trop aisément. Son exemple ne m'en semblait que plus convaincant. Je pouvais, donc je devais, m'égaler à elle. Plus implacable, plus lointaine, elle n'eût pas si profondément agi sur moi. » Et cette figure si lointaine, presque inaccessible dont nous parle Simone de Beauvoir et qui semble pourtant la hanter avec une obsession presque dévorante, et ce dans toutes ses œuvres, ce personnage un petit peu austère et froid, cette quasi-sainte selon les mots de Simone, eh bien ce n'est autre que sa mère, Françoise de Beauvoir. Mère de l'autrice qui s'est longtemps inscrite dans la mémoire collective comme pionnière d'un certain féminisme, Françoise de Beauvoir s'inscrit dans la lignée des matrones immortalisées au panthéon de la littérature comme figure de proue d'une féminité peut-être un peu dépassée et porteuse de fragments d'une maternité ambiguë, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc personnage qui sera repris et démultiplié dans tout son univers, la figure fictive de la mère pour Simone de Beauvoir semble dialoguer avec celle bien réelle de Françoise, faisant de la maternité un sujet à part entière dans l'ensemble des œuvres de la philosophe. Façonnant un même personnage ambivalent à travers tous ses écrits, Beauvoir va juxtaposer sous les traits d'une femme la même figure bouleversante qui semble être le point de mire justement de chacune de ses œuvres. Personnage intrigant de par sa fermeté, la mère devient une figure ambivalente, source d'une haine sans limite, mais aussi d'une passion presque religieuse, annonciatrice des réflexions futures de Beauvoir sur la question de la femme. Cette exploration incessante de la maternité et de ses failles, notamment dans le deuxième sexe, permet à Beauvoir de briser le sceau d'une maternité peut-être pas souvent très bien comprise dans une société criblée de tabous. Privée de sa singulière étrangeté, la maternité va donc cesser de s'opposer à la paternité et se dévoiler dans toute son étrange nudité, source de détestation, de fusion et de mystification. Et c'est donc ça qu'on va justement essayer de qualifier, essayer d'aller au-delà du mythe pour comprendre finalement pourquoi Simone de Beauvoir parle tant de la tyrannie de la mère et de l'absentéisme du père. Donc sous la plume de Beauvoir, la maternité va perdre justement de sa mysticité et cesser de se parer d'une sorte de tabou presque vulgaire pour devenir un sujet à part entière. Contrairement à la jeune Simone tenue à l'écart de sa sexualité et de son corps, le lecteur va accompagner l'autrice dans une dénonciation fulgurante d'une maternité sublimée et déformée par l'imaginaire collectif. Dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir va briser en effet sans hésitation cette mystique du rôle de la mère en en appelant à sa propre existence et en accusant fermement la psychanalyse freudienne de méconnaître la femme. De fait, Simone de Beauvoir va pointer du doigt des incohérences fulgurantes dans cette psychanalyse freudienne qu'elle va accuser de déterminisme biologique. Et je cite, « L'infériorité de la femme venait originellement de ce qu'elle s'était d'abord bornée à répéter la vie. Enfermer la femme dans la maternité, ce serait perpétuer cette situation. » En faisant ainsi de la maternité un sujet fondamental et en brisant le sceau du silence qui semble occulter ce moment de la vie de la femme, Beauvoir va percer peu à peu le mystère de la mère, en ouvrant la voie à l'avortement et en dénonçant fermement l'existence d'un instinct maternel, ce qui n'est toujours pas chose acquise, l'autrice ose mettre en avant le rôle ambigu de la mère dans l'élaboration psychique et émotionnelle de la petite fille. Et si Jocaste, la figure de la mère absolue, n'était en réalité pas si innocente que semble souligner le mythe oedipien. Pour certains chercheurs, justement, toutes les œuvres de fiction de l'univers beauvoirien semblent dépeindre la mère comme le mal inéluctable, un tort perpétuel dans le processus éducatif et dont le père semble toujours absent. Mère totalitaire, voire tyrannique, dotée d'un pouvoir absolu pour lutter contre l'absence presque étouffante du père,
Le personnage maternel revêt donc une sorte d'ambiguïté. Elle est la seule à s'occuper des enfants, qu'il s'agisse de leur éducation, de leur évolution sociale ou de leur élévation spirituelle, et la mère va donc exercer une sorte de pouvoir absolu sans égal. Le processus éducatif est en réalité un reflet déformé des mécaniques d'une société qui est régie par la douloureuse présence de la mère et l'accablante disparition du père. Celui-ci est la pièce manquante de l'échiquier familial. Il va condamner la femme à faire, depuis des siècles, de la maison sa cellule et l'enfermer sans retenue dans un rôle taillé sur mesure, celui de la mère. Bourreau de par une absence choisie et revendiquée, le père va donc faire de sa femme la grande responsable et lui confierer virtuellement tous les pouvoirs sans lui laisser aucun choix. Cette dichotomie entre mère surpuissante et père absent est très prégnante dès les premières pages des Mémoires d'une jeune fille rangée, puisque le personnage de Françoise de Beauvoir prend miraculeusement vie sous la plume de Simone, sous les traits d'une mère exigeante, désireuse de faire de sa fille un modèle. Et je cite : « Ainsi vivions-nous, elle et moi, dans une sorte de symbiose, et sans m'appliquer à l'imiter, je fus modelée par elle. » Néanmoins, au-delà de la figure protectrice des premières années, Françoise de Beauvoir est décrite comme une figure dominante, despotique, prête à transformer l'univers de sa fille selon ses propres règles. Entre cette tyrannie presque détestée et justement l'absence du père, Simone de Beauvoir va choisir, et peut-être que ce choix n'est pas justement dans l'intérêt de la mère. Qu'en effet, si les mémoires s'éclairent d'une logique presque psychanalytique, c'est en raison de cette cohésion presque parfaite de l'enfance de Beauvoir avec un schéma freudien, on peut le dire, même si Simone justement refute un petit peu cette hypothèse. Je cite : « Je crois que j'ai eu une enfance, une adolescence absolument classique, avec la fixation sur la mère d'abord, avec ensuite très nettement un complexe et une fixation sur le père, accompagnée d'une grande jalousie par rapport à la mère, puis une très grande déception dans l'âge ingrat, quand mon père, au fond, m'a lâché. » En effet, malgré son absence, le père va être divinisé pendant un premier temps, et bien qu'il soit assez indéchiffrable, et bien que dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, il apparaisse de façon très très lointaine, il échappe à toute saisie un peu concrète, il est décrit comme un héros, le héros des rêves presque incestueux de la jeune Simone, et en fait tous les pères beauvoiriens vont un petit peu avoir ce même rôle, celui de héros, qui ne vont pas avoir vraiment toute la subtilité de la mère de famille, mais qui vont ressortir dans un premier temps toujours victorieux et nimbés d'une sorte de grandeur presque mythique. Je cite : « Ma véritable rivale, c'était ma mère. Je rêvais d'avoir avec mon père des rapports personnels, mais, même dans les rares occasions où nous nous trouvions tous les deux, nous nous parlions comme si elle avait été là. » Alors, faut-il en déduire que la seule façon justement de percer les secrets de la féminité, c'est d'aller au-delà de la mère, presque de la tuer métaphoriquement ? Bien, en fait, pas vraiment, parce qu'on se rend compte que le père, qui est bien souvent décrit comme source d'inspiration et d'émerveillement par cette jeune Simone de Beauvoir, n'est pas à la hauteur de l'adoration dédiée à la mère, chargée d'élever l'âme de l'autrice. Cette adoration, qui est presque frénétique, va se teinter d'une sorte de voile d'oppression, voire de terreur au fur et à mesure. Et la relation entre la mère et la fille semble balisée par une sorte de haine première, inévitable, qui ne fait qu'accroître avec le temps. Cette haine provient d'une sorte de détestation intrinsèque de la femme à la femme et s'explique encore plus durement au sein du cocon familial. Comment la mère peut-elle donc s'ériger en figure absolue de bonté et de dévouement si elle représente dès les premiers instants cette sorte de grande rivale, d'autre absolue ? En fait, la figure de Françoise de Beauvoir est un bon exemple parce qu'elle va représenter cette ombre presque écrasante au-dessus de Simone, une sorte de rivale à peine cachée. Dans ses lectures, Simone de Beauvoir va tout au long de sa vie essayer justement de dévoiler le secret de la féminité et elle l'aura fait dans un premier temps dès son enfance par un refus justement de confier ses découvertes concernant sa sexualité et ses éveils amoureux à sa mère, en créant une sorte de barrière infranchissable entre elle et Françoise. Cette dernière, qui est devenue une sorte de gardienne omnipotente des secrets de la féminité, devient un monstre à abattre pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Il s'agit donc de considérer la mère non plus comme une figure aimante et protectrice, mais comme prêtresse d'un univers à découvrir. Cette transformation des dynamiques familiales révèle justement les faiblesses d'une société censurée, où la découverte du corps de la femme est un tabou honteux, occulté de la mémoire collective par une pudeur gênée. Simone va donc utiliser de tours et de détours pour se séparer de la mère qui se méfie de l'obscurité grandissante perçue en sa fille. Loin de couver, le regard maternel va donc figer et condamner. Je cite : « S'ils avaient lu dans ma tête, mes parents m'auraient condamné. Au lieu de me protéger comme naguère, leur regard me mettait en danger. » Plus tard, dans de multiples interviews, Beauvoir rappelle en effet que si les premières années de l'enfance sont décisives dans l'évolution tant physique que psychologique de l'enfant, le rôle occultant de la mère crée une sorte de rempart qui va empêcher l'élévation complète de l'enfant. La mère représente donc une sorte de double terrifiant parce qu'elle possède les secrets de l'âge adulte, mais parce qu'elle ne veut pas les dévoiler.
Son mécontentement, sa frustration, ses colères sont ressentis par la jeune Simone avec une peur presque charnelle, un effroi qui prend totalement possession de son corps. Tout reproche de ma mère, dit-elle, le moindre de ses froncements de sourcils mettait en jeu ma sécurité. Privée de son approbation, je ne me sentais plus le droit d'exister. Et ce refus d'existence, justement, est très fort, et on comprend qu'il ne passe que par une sorte d'approbation maternelle, d'une sorte de complicité. Et sans cette complicité, on a une sorte de violence organique qui va être très bien représentée par l'exemple terrifiant de Zaza, une très très bonne amie de Simone de Beauvoir dans son enfance, qui est morte à l'aube de sa féminité florissante, qui a été tuée métaphoriquement par les principes d'une mère toute-puissante qui lui a refusé d'épouser celui qu'elle aimait. Et en fait, cet exemple révèle les limites d'une maternité bienveillante. Elle a été tuée par sa mère et pour sa mère, pour ses idéaux et par ses idéaux. Zaza, c'est donc le martyr beauvoirien, et elle représente justement la femme tuée par la femme. L'exemple de Zaza est illustré partout dans la littérature beauvoirienne. Sa mère a tour à tour les traits de Lucie Bellhomme dans Les Mandarins, prête à soulever la jupe de sa fille en pleine célébration pour la rendre plus désirable à la jante masculine, et ceux de Muriel dans le fameux monologue de la femme rompue, qui tour à tour va endosser le costume de mère modèle en emmenant son fils au zoo, et celui de mère meurtrière en acceptant d'exposer ce fils au désordre de son existence ravagée par le chagrin. Donc dans les œuvres beauvoiriennes fictives comme autobiographiques, les enfants et surtout les filles cherchent un moyen d'échapper au contrôle de la mère, que ce soit par une rupture totale des liens comme Simone avec Françoise ou par la mort comme Zaza et Madame Mabi. L'enfant cherche constamment à se libérer du joug de la maternité, et la fusion destructrice de la mère et de la fille révèle un problème très important. L'identité des enfants se trouve absorbée par une sorte de tyrannie totalitaire du personnage maternel. Que reste-t-il à faire donc pour la fille sinon abdiquer ? Chronologiquement, chaque œuvre beauvoirienne semble ainsi annoncer de façon mature et précise le mécanisme d'annihilation enclenché par la mère. En toutes circonstances, l'héroïne beauvoirienne est une femme brisée, une femme rompue, et ça dès l'enfance par une sorte d'incompréhension douloureuse. Il n'est donc pas très très surprenant que dans tous ses romans, Simone de Beauvoir traite de l'univers maternel d'une façon ou d'une autre en retraçant la genèse d'une maternité problématique et conflictuelle. La mère est coupable puisque c'est l'oppresseur originel, par désir de combler une sorte de vide intérieur, vide qui lui appartient. Également, puisqu'il vient d'une figure maternelle ancestrale, la mère tente de basculer son existence sur ses enfants en projetant un ensemble de désillusions et d'insatisfactions conjugales. Et donc ce qui sera justement intéressant de constater, c'est en quoi tout cela représente et a des limites, puisque on arrive à un moment donné dans la littérature beauvoirienne, après les mémoires d'une jeune fille rangée, à un désir de comprendre la mère. J'avais besoin de son sourire, nous dira Simone de Beauvoir. Et donc, du coup, c'est ça qui sera intéressant de questionner, c'est cette fusion mère-fille. Parce que derrière toute cette haine originelle se trouve un amour inconditionnel qu'il est très très dur de qualifier et que Simone de Beauvoir pourtant tentera d'écrire dans Une mort très douce et qui sera le sujet de l'épisode prochain du podcast Inachevé d'une semaine une œuvre. J'espère que cette première introduction justement à la figure de la mère et de la fille dans l'univers beauvoirien vous aura un peu parlé. Et j'ai très très hâte de continuer avec vous cette exploration. Exploration d'ailleurs qui vient de la passion de ma mère pour Simone de Beauvoir, puisque ça fait maintenant quelques années qu'elle a lu absolument tout ce que Simone de Beauvoir avait pu écrire. Et donc c'est parce que très impressionnée justement par toutes ces lectures que j'ai décidé moi aussi de commencer le Mémoire d'une jeune fille rangée. Et j'espère vous avoir donné envie, voilà, d'en lire un petit peu plus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et très bonne journée de la femme. Au revoir.